Virgile Arance, bonsoir. Je réponds 3 fois, Saturnin, 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 bonsoir. Les auditeurs n'ont pas entendu les 2 autres fois quand je vous appelle. Ah oui, je leur dis maintenant ce qui s'est passé. Joël Tchogbe, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir à tout Ajaï. Vous vous retrouvez en position de débatteur ce soir. Absolument. J'espère que vous ne va pas aussi dire aux auditeurs ce qui s'est passé. Non, juste une brique de 15. Alphonse Oussoudé, bonsoir. Bonsoir aux Saturnés, bonsoir à tous. Les députés se sont retrouvés à l'Assemblée nationale hier. Ils devraient, entre autres, étudier le projet de loi portant autorisation d'adhésion du Bénin à la Convention internationale de la protection de l'obtention végétale UPOV. Une convention adoptée à Genève le 19 mars 1991. Ils devraient déjà étudier ce projet de loi le 30 avril 2018, suite à de nombreuses grognes. Les députés également, suite au débat qu'ils en ont mené, ils ont décidé d'ajourner l'étude de ce projet de loi qui est revenu à l'Assemblée nationale hier. Ils n'ont pu l'étudier encore une fois. Le dossier, le projet de loi a été renvoyé. Dehors, en ce moment, des organisations de la société civile, notamment des organisations paysannes, avaient tenu à manifester. On a dit qu'elles n'avaient pas eu l'autorisation. D'une manière ou d'une autre, elles ont réussi à se faire entendre. Et ce soir, sur le plateau, j'ai un invité, Jerry Tchakbe, bonsoir. Oui, bonsoir Saturnin. Vous êtes le chargé de communication de Synergie Paysanne. C'est déjà quoi Synergie Paysanne? Synergie Paysanne, c'est le syndicat national des paysans du Bénin. C'est le syndicat national des paysans du Bénin. Et il est implanté sur tout le territoire national, surtout dans tous les départements, et milite beaucoup plus dans le plaidoyer, les droits des paysans, beaucoup plus. Pourquoi l'adhésion du Bénin, la ratification qui permettra à notre pays d'adhérer à la Convention internationale de la protection de l'obtention végétale UPOV vous préoccupe tant, amène les organisations paysannes à descendre à l'Assemblée nationale chaque fois que ce dossier, ce projet de loi est programmé? Ok, parce que déjà lorsqu'on dit UPOV, il faut comprendre que c'est l'Union pour la protection des obtentions végétales. Et en quelque sorte, c'est quoi? C'est une convention internationale qui vise à protéger les droits des détenteurs de propriété sur les semences. Donc, ça statue beaucoup plus sur les semences. Et qui parle de semences ne peut pas ne pas parler de paysans. Parce que la semence, c'est une ressource stratégique pour le paysan. C'est à partir de ça que le paysan fait. Le paysan produit et que nous mangeons, toute la population mange. C'est ça qui garantit aussi la sécurité alimentaire. Alors, lorsque nous prenons l'UPOV, c'est vrai, depuis il y a cela 1 an, depuis 2018, on a commencé par faire cette lutte. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de lutter véritablement pour ça? Vous aurez déjà lu sur les réseaux sociaux. La première des choses, c'est que l'UPOV, lorsque vous adhérez à cette loi, ça conduit à la privatisation des semences. Et quand on dit privatisation des semences, vous imaginez avec moi les paysans qui ont toujours l'habitude d'utiliser leurs semences paysannes de façon très simple, comme ils ont leur système de production, de multiplication des semences, tout ça. Et du jour au lendemain, lorsque vous adhérez à cette convention, c'est tout à fait, c'est dit que n'importe qui est dans n'importe qui membre d'un pays membre à cette convention peut à tout moment venir selon des critères identifier dans votre pays des semences qui peut qualifier de semences nouvelles. Il travaille ces semences et puis il obtient un brevet sur la semence. De façon terre à terre. Oui. On a connu la privatisation des sociétés. Oui, oui, voilà. Si on parle de privatisation de semences, je prends par exemple le maïs. Exactement. Cela voudra-t-il dire qu'il arrivera un moment où quelqu'un aura un droit de propriété sur le maïs que nous produisons et dira « ce maïs m'appartient ». C'est ça, exactement. Et c'est ça le danger. Le côté... Et cela voudra dire que quiconque voudra semer ce maïs doit forcément faire recours à moi, oui, le propriétaire, à vous, le propriétaire du maïs. C'est un peu comme, si on peut dire, si je peux le dire, un droit d'auteur. Donc quiconque voudra utiliser ce maïs
doit me payer quelque chose. Forcément. Cela voudra dire ici nos paysans qui utilisent ce maïs doivent en utiliser dans leur champ. Ils doivent remonter aux propriétaires du grain de maïs. Du grain de maïs. C'est ça ce qu'on appelle le brevetage, c'est ça ce qu'on appelle la privatisation. Donc vous imaginez tout ce que nous avons comme semences paysannes aujourd'hui, le maïs, le mil, tout ça. Si un jour, on arrivait à breveter tout ça, à chaque campagne, le paysan est tenu d'aller vers le détenteur du brevet et de lui payer cette semence. Chaque fois, cette semence, ce ne serait plus de notre patrimoine national. Ça va devenir privé. C'est bien le cas dans quel pays? Virgile, qui n'est pas entendu des auditeurs, demandait, je reprends, Ghislain Wamba, je vais vous demander de nous mettre tous les micros en on. Oui, Virgile? Oui, c'est bien le cas dans quel pays? En Afrique, ici, 5 pays ont ratifié cette convention. Il y a, par exemple, le Maroc, au niveau du Maroc. Le Maroc a ratifié et 4 autres pays. Et les conséquences que subissent ces pays par rapport à cette ratification de tout ça là, c'est au vu de tout ça là que les organisations de la société civile disent non, les paysans, le Bénin n'est pas encore prêt pour adhérer à cette convention. Ça me rappelle le 29 avril 2018, je recevais sur 100 langues de bois des responsables d'organisations paysannes, dont Synergie Paysanne également, qui en parlaient et qui disaient que si je suis dans l'erreur, vous allez pouvoir me corriger. Ce n'est pas que le paysan qui va utiliser ce maïs qui devra remonter au propriétaire du grain de maïs. La bonne dame à la maison, qui voudra en faire de la cassa, voilà, devra remonter encore à ce propriétaire du grain de maïs pour payer. Pourquoi? Parce qu'il veut, quelle que soit la transformation, l'utilisation qu'on voudra faire de ce produit-là. On doit chaque fois faire recours au détenteur du brevet. Comment se fait-il, Jerry Tchakbe? Oui. Comment en arrive-t-on à devenir propriétaire de semences? Dans l'entendement de tout le monde, c'est naturel, on pourrait dire. Comment un homme peut arriver à dire je suis le propriétaire du maïs, c'est moi qui ai créé le maïs. Voilà. Je suis donc, j'ai le brevet sur le maïs et vous venez me payer quelque chose à chaque fois que vous voulez utiliser du maïs pour faire du bado claclou, du canan ou je ne sais quel autre, voilà. Quel autre mets. Vous voyez, la convention dit, a donné, dans la convention, il y a 4 critères pour pouvoir découvrir une nouvelle semence ou une variété de semences. Il y a le critère de nouveauté, il y a le critère de distinction, il y a le critère d'homogénéité et il y a le critère de stabilité. Alors, la convention dit tout simplement que lorsque, à partir du moment où vous adhérez, ou bien vous avez l'intention vous adhérer à cette convention, alors tout ce que vous avez comme semence et qui n'est pas encore protégé est libre. Ce qui veut dire que n'importe qui, il vient, il essaie d'améliorer pour que ce soit une semence améliorée. Aujourd'hui, c'est que la chose existe déjà et nous avons des semenciers un peu partout et ils travaillent un peu les semences pour l'améliorer, pour que ça soit plus, ça donne un meilleur rendement. Je ne vous arrête pas, est-ce que ce n'est pas déjà la porte ouverte à des organismes génétiquement modifiés? Justement, parce que c'est là l'autre aspect très dangereux de l'adhésion à parce que si quelqu'un crée la semence, cela veut dire que la personne a manipulé la semence. C'est ça, manipuler la semence. À croiser voilà, types. Avec la biotechnologie, tout ce que nous connaissons, on manipule la semence et puis on lui donne de nouvelles propriétés ou bien de toutes les façons pour que ce soit plus la semence soit, le rendement de la semence soit beaucoup mieux. Donc c'est de cela que ça devient une nouvelle semence. Lorsque ça devient une nouvelle semence ou bien une nouvelle variété, étant donné que c'est toi qui l'as fait, alors il y a les démarches à suivre. Vous suivez les différentes démarches là selon la convention et figurez-vous, ces démarches là, ce ne sont pas des démarches à la portée de nos paysans. Il faut être d'un niveau intellectuel pour pouvoir suivre la marche jusqu'à la fin pour devenir obtenteur de cette nouvelle variété que vous avez travaillé. C'est comme si vous avez inventé, vous avez trouvé une nouvelle technologie, ou bien vous avez inventé un appareil, ou bien vous avez fait une découverte. C'est en quelque sorte ça. Vous venez de faire une découverte. Et donc, vous avez le droit d'auteur sur votre découverte.
C'est en quelque sorte ça. Le Bénin a-t-il déjà protégé ses semences? Parce que je suppose que nous en avons. Ah, Le Bénin, quel est l'état des lieux en matière de semences au Bénin? Est-ce que nos semences sont déjà protégées? C'est ça la véritable problématique. Nos semences ne sont pas encore protégées comme cela se doit. C'est vrai, récemment, il y a eu un décret qui a demandé de faire le catalogue de tout ce que nous avons comme semences, mais on n'a pas encore une loi qui dit véritablement que les semences paysannes du Bénin sont protégées et sont du patrimoine béninois. Récemment, dont vous parlez, c'est après le bruit qu'il a eu à l'Assemblée dernièrement? Non, en avril 2018. En avril 2018. Au cours donc de l'étude de la première tentative. Voilà, au cours de la première tentative, il y a eu de bruit et le dossier avait été rejeté sine die. Je crois que le Conseil des ministres qui a suivi juste avait fait des recommandations, qu'on installe un organe qui pourrait commencer par cataloguer, faire le catalogue des semences. Est-ce que vous avez déjà une idée du travail qui a été fait? C'est vrai que le travail est en train d'être fait et jusqu'à ce que ils ont une autre loi. La première loi qui a été envoyée à l'Assemblée nationale a été revue et ils ont les recommandations de l'Assemblée nationale en rejetant sine die le dossier, c'était d'associer les organisations de la société civile pour qu'ensemble on puisse voir véritablement comment mettre les verrous pour pouvoir protéger. Est-ce que vous avez été associé? Parce que de par le passé, il y a eu un atelier, et je crois entre autres il y a eu des fiches hautes qui ont été demandées pour s'assurer que les organisations paysannes ont été associées au processus, ce qui n'était pas encore le cas au 30 avril. Voilà, 2018. Est-ce que par la suite, les organisations paysannes ont été associées? Non. Les organisations paysannes n'ont pas été associées. Voilà ce qui s'est passé. C'était un vendredi. On a organisé, parce qu'il y a un projet de loi. Et le projet, après la première tentative de vote qui a eu lieu le 29 au niveau de l'Assemblée nationale. Sinon le 30. Le 30 au niveau de l'Assemblée nationale, où les organisations paysannes avaient fait un sitting au niveau de l'Assemblée nationale et puis le dossier a été rejeté. Le dossier a été rejeté le 30, parce qu'avant le 30, ils avaient déjà étudié, il y a eu débat. Je me rappelle ces interventions de l'honorable Nassirou. Le dossier a été rejeté avec des recommandations selon lesquelles il faut associer les organisations paysannes maintenant et qu'il faut revoir carrément la loi et bien l'étudier en profondeur. Donc, le ministère de l'Agriculture s'est chargé avec les techniciens de l'IRAP et autres, et puis ils ont revu complètement la loi, et puis il fallait aller en atelier de validation et associer toutes les organisations, les OSC. Mais à la grande surprise, ça devait se tenir un lundi et c'est le vendredi que le dossier a été, le projet de loi a été envoyé aux organisations de la société civile, leur disant que déjà le lundi, il faudrait qu'il soit à Canan pour qu'on étudie la loi. Alors, en situation d'urgence, les organisations de la société civile regroupées au sein de la Convergence globale des luttes pour la terre et l'eau se sont vues pour dire voilà, comment est-ce que une chose à laquelle nous n'avons pas du tout été associés depuis le rejet sine die, et maintenant voilà, à la veille, quelques heures, disons quelques jours avant l'atelier de validation de ce dossier, on nous envoie la loi et on nous demande maintenant de venir en même temps avec nos amendements et autres. Mais est-ce qu'on pourra faire un travail de fond? Est-ce qu'on pourra faire une analyse de fond pour que les membres des OSC puissent donner véritablement leur position, puissent amender comme cela se doit? Alors, nous nous sommes dit, le temps étant très court, les membres des OSC se sont dit, le temps étant très court, et que les analyses ne pouvant pas se faire comme ça, parce qu'il faut il faut associer les experts en la matière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le jour, effectivement, une délégation a été envoyée. La délégation est allée dire tout simplement qu'on est contre la procédure adoptée. On ne peut pas demander. C'est comme si c'était en procédure d'urgence qu'on le faisait. Alors qu'on pouvait déjà nous alerter beaucoup plus tôt, mettre le document, le projet de loi à la disposition de la société civile pour que le projet soit décortiqué comme cela se doit. Et que bien avant l'atelier, il puisse y avoir des séances d'échange d'entretien. Mais rien de tout ceci n'a été fait. Et du coup, c'est comme si on vous prend sur le coup, on vous demande maintenant venez. C'est comme si
on avait besoin de la présence de la société civile pour pouvoir faire valider ce projet de loi et dire on a tout le monde a participé. Conséquence, les organisations n'ont pas participé. Les organisations n'ont pas participé. C'est vrai, on a été juste, la délégation est allée leur faire comprendre que on est contre la procédure telle que vous avez fait. Si vous voulez vraiment que nous participions, si vous voulez vraiment impliquer nous dans les débats et que le débat soit fait ensemble, et je puis vous dire que ils ont presque supplié la délégation qui a été, c'était une délégation composée de personnes, ils ont presque supplié la délégation de mettre leur nom, ne serait-ce que leur nom sur la liste de présidents, ce qu'ils ont rejeté en même temps. Et ils ne l'ont pas fait et ils sont revenus. Et depuis lors, nous n'avons plus eu de suite jusqu'à ce que cette session extraordinaire soit ouverte. Mais le document a tout de même été adopté, ça a été validé. Sans eux. Voilà. Ça a été validé. Ça a été validé et c'est ça qui a été envoyé à l'Assemblée nationale pour étude, disons. Si vous permettez, Saturnin, et ces députés, parce qu'il y a quand même un groupe de députés qui soutiennent le projet de loi, quelles sont les motivations écrites? Quelles sont les pertinences évoquées? Bon, en réalité, ce n'est pas les députés. S'il faut commencer par une historique, il faut dire que c'est le 1er février, et là, le Conseil des ministres du 1er février 2017 qui a pris la décision de transmettre la loi, le projet de loi du pauvre là, pour autorisation. Oui, mais que ce soit projet, que ce soit proposition, on met quand même les motifs. Voilà, pourquoi il faut y aller, pourquoi il faut aller à cette ratification. Les motifs, c'est que le Bénin est membre de l'Organisation africaine de protection des lois pays, de protection intellectuelle, l'Organisation africaine de protection intellectuelle. Et le Bénin a ratifié cette convention. Et maintenant, cette convention aussi est membre de l'UPOV. Et c'est ça, le Bénin voulant se conformer à toutes les dispositions de loi. Donc la pertinence, c'est juste pour des questions de forme. Il y a ça. Et l'autre raison aussi, c'est pour des raisons économiques. C'est pour lever les barrières économiques, pour que nos paysans aussi puissent devenir détenteurs de brevets sur les semences et faire valoir leur savoir-faire, leur connaissance en matière de manipulation de semences. Voilà les raisons qui ont été évoquées par le gouvernement. Et là, le souci, c'est que en réalité, nos producteurs, nos paysans, combien sont assez intellectuels? C'est de la génétique. En plus, pour pouvoir combien seraient détenteurs du brevet? Détenteurs du brevet, ce qui veut dire que c'est déjà réservé à une classe de personnes, une catégorie, les nantis, ceux qui ont les moyens. Vous avez des noms, hein? Non, vous n'allez pas les évoquer, mais vous avez des noms. Je ne peux pas dire que j'ai... Non, mais on a notre idée. Il veut vous faire dire mais non. Non, je veux même pas. Qu'il imagine bien. Il avançait un mot dans la parole. Ce que je voudrais préciser, on aurait pu avoir droit à certaines documentations. C'est que même au sein de l'Union européenne, où certains pays sont partis donc, de cette convention, on déconseille l'adhésion des pays d'une certaine zone du monde, dont l'Afrique, à cette convention. En tout cas, qu'avant de passer à la convention, il faut que ces pays s'entourent de précautions avant d'aller, parce qu'on n'a pas le même niveau de développement. On a parlé de génétique tout à l'heure. Nos paysans ne peuvent pas être comparés aux paysans de l'Occident, qui, eux, ont la possibilité de croiser ou de faire, d'avoir la sécurité et tout, et de vendre, de pouvoir s'ouvrir les barrières, les frontières du monde entier avec le produit génétiquement modifié. Parce qu'on parle du pauvre, il faut dire ça en même temps. C'est OGM, en quelque sorte. Ici, au Bénin, on le sait, on connaît le profil des semenciers ici au Bénin. Le profil des semenciers, ce n'est pas du rang de nos petits paysans. C'est quand même des gens d'un calibre donné. On les connaît. Donc, on sait déjà, on peut déjà se faire une idée de ceux qui sont derrière ça. Ceux à qui ça va tout de suite profiter parce que, ayant les moyens tout de suite de pouvoir commander ces gens et devenir détenteurs de brevets sur ces semences. Je suis avancé. Oui, mais même si on prend sur la forme, oui, petit garçon, 6 ans, 5 ans, 7 ans, on vous dit, mais si il a un bonheur, n'est-ce pas, qui frappe ainsi à votre porte, délibérément fait autant de bruit, il vaut mieux s'en éloigner. Moi, je ne sais pas pourquoi ceux-là qui portent le projet ne peuvent pas se donner le temps d'expliquer la pertinence aux populations, aux paysans
qui, délibérément, n'est-ce pas, ont peur. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas prendre le temps de leur expliquer. En réalité, voilà, j'ai l'impression que ils sont conscients, ceux-là qui portent le projet, bien entendu, qu'on est dans un environnement de no man's land, on est dans un environnement d'ignorants, où le contexte permet, n'est-ce pas, d'être le premier à se précipiter pour se faire riche, n'est-ce pas, pour avoir encore plus de moyens, comme disait l'invité tantôt. Et c'est bien dommage. Et ça, je faisais faire, enfin, je ne lui demandais pas de citer les noms, mais on connaît bien. Et ces personnes ne sont pas loin non plus des porteurs du projet. Et c'est ce qui est navrant dans l'histoire, n'est-ce pas? Nous sommes là en plein capitalisme, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas pitié, qui broie tout sur son chemin. Et moi, je voudrais d'abord saluer la bravoure, n'est-ce pas, de ces organisations de la société civile qui arrivent quand même à mobiliser. Moi, je les ai vus, j'ai vu Le Pen à l'Assemblée nationale avec, n'est-ce pas, les interdictions non-sens ou... voilà, c'est quand même notre Assemblée nationale, mais on n'a pas le droit, c'est la maison du peuple. Mais quand il y a une frange de ce peuple-là qui veut aller se faire entendre, veut parler à ses députés, et la loi n'interdit pas, n'est-ce pas, ce mode, n'est-ce pas, de parole, d'action à l'endroit de l'Assemblée nationale. On l'interdit. Et ils ont toujours tout bravé, n'est-ce pas, pour se retrouver là-bas. Aujourd'hui, cette loi n'est pas encore votée, heureusement. J'espère que les députés, n'est-ce pas, à l'Assemblée nationale, heureusement, pour le premier rejet, n'est-ce pas, on avait quand même eu certains députés BNP qui ont compté parmi ceux qui ont rejeté, qui ont pesé pour que ça soit ainsi. Je ne sais pas si c'est du lobbying qui a été fait pour que, enfin, n'est-ce pas, ça puisse passer. J'espère que ce n'est pas ça. Et que le cœur va leur parler, parce que si cette catastrophe qu'annoncent donc ces organisations de la société civile, cette catastrophe jusqu'au plat, c'est ça, hein, dans les assiettes. Si ça va se passer ainsi, je pense que la responsabilité sera encore plus grande que tout ce qu'on a vu juste là, droit de grève arraché, tel emploi précarisé, etc. Ça va être encore plus grand et difficile à porter devant l'histoire. Alphonse Moïse Soudé, quand la semence devient une marque protégée, dans le contexte qui est le nôtre, au Bénin, sommes-nous prêts à faire le pas? Non, il va arriver où, dans notre propre pays, on ne pourra pas manger ce qui se produit chez nous. Parce que si je dois me référer toujours... Avant de manger, il faut produire. Mais oui, on dit, il faut que je me réfère... Avant même de produire, il faut que je me réfère au propriétaire de ce que je veux produire. Et je passe cette étape. Avant de consommer ce que j'ai produit et qui m'a été racheté, je dois encore me référer à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Que nous ne pourrons plus manger chez nous. Vous savez, hier, il y a un tonton qui me disait de façon triviale, on va privatiser même vos spermatozoïdes. Si vous ne vous levez pas, on va privatiser vos spermatozoïdes. Ça veut dire quoi? Que si je veux faire un enfant, il faut que j'aille recevoir l'autorisation de quelqu'un. Oui, l'autorisation de votre femme. Parce que mais pas non, parce que tel que ça se passe, devront être croisés avec je me dis l'ovule. Mais avant que je m'approche de ma femme, il faut que quelqu'un quelque part là-bas qui a le brevet sur ma vie m'autorise. Il y a un pays qui porte déjà ça, la Chine. Donc voilà, on est en train de vouloir pratiquement tout nous prendre. Les paysans n'ont pas la technologie qu'il faut. Ça veut dire quoi? Ou on veut faire venir des multinationales, ou on veut créer soi-même ces entreprises pour prendre ces marchés-là. Parce que si nous devons faire toutes ces transformations, c'est de la technologie. Et qui dit technologie dit argent. Donc on va s'associer peut-être à des multinationales, ou soi-même, on va créer les sociétés. Et désormais, je disais un jour, si nous ne faisons pas attention, nous allons nous rendre compte à un moment donné qu'il y a des gens qui seront actionnaires du Bénin à 70%. C'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire sans l'accord de ceux-là. Et nous sommes en train,
allègrement d'aller. Quel que soit le secteur dans lequel on se retrouverait, on les croiserait. Mais oui, quel que soit le secteur dans lequel on va les retrouver, santé, éducation, ils seront actionnaires du Bénin à 70%. Mais quand on le dit, il y a des gens qui estiment que c'est des craintes. C'est des craintes qui n'ont pas de sens. Là, on est dans nos assiettes. On veut maintenant rentrer dans nos assiettes. Nous connaissons les conditions de vie et de travail déjà difficiles des paysans. Nous savons quand les gens produisent au village, toutes les difficultés qu'ils ont à vendre le produit, toutes les difficultés qu'ils ont à acheminer les produits vers les centres-villes. Aujourd'hui, on veut voter une loi. On veut voter une loi pour permettre désormais aux colons de nous dire, tu veux manger la pâte. Voilà ce que ça va te coûter. Sauf que le colon ici n'est pas forcément tel qu'on l'a vu jusqu'ici. Le colon peut être l'Africain qui a... Oui, l'Africain est en train de... C'est ce que je dis. Ceux à qui Dieu a peut-être donné de l'argent parce que désormais, ils ont droit de vie, de mort sur leurs compatriotes. Et je voudrais que les députés... Parce que c'est aussi simple, hein, je vais faire un parallèle. J'ai vu des députés qui, tranquillement, ont voté le code où on a parlé de quitus fiscal, qui aujourd'hui se retrouvent dans le baba, comme on dit. Parce qu'ils ne savaient pas que ça allait se retourner contre eux. Bon, c'est un bon baba, non? Ça permettra au pays quand même. Non, c'est un bon baba, ça permettra au pays d'avoir de l'argent, mais eux, ça va écourter leur vie politique. C'est pour leur dire que si ils donnent leur caution à cette loi-là, c'est pas qu'il y aura une classe de Béninois qui va en partie et d'autres non. Quand vous avez déjà dans vos assiettes l'OGM, c'est que vous aurez par la suite des problèmes de santé. Et combien de Béninois auront les moyens? Encore que d'ici à là, le système sanitaire sera encore privatisé. Donc, se faire soigner ne sera pas à la portée de n'importe qui. Nous allons mourir comme des mouches. Il va falloir que nous prenions conscience pour dire, attention, là où nous allons sur une pente glissante. Ce n'est pas question de on est contre un homme, un homme pour un homme, mais la réalité est là. Si on se tait chaque fois parce qu'on nous terrorise, on nous fait peur, nous allons en partie tous, y compris même les députés qui vont voter cette loi. Parce que désormais le OGM maïs, ils vont manger comme moi. Ils vont manger à beaucoup, comme vous avez dit, ils vont manger claclou. Tout ce qui se fait à bas du maïs, ils vont manger ça. Vous prenez le problème sur l'aspect sanitaire. Mais oui, enfin, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'abord... C'est que déjà, en parlant du Abokon, par exemple, c'est que le producteur du maïs, qui serait un maïs génétiquement modifié, doit aller chercher l'autorisation du propriétaire et la vendre ce qui voudra transformer le maïs en Abokon, comme vous le dites. Vous et moi ne peut plus manger Abokon pour 100 francs. Parce que tout ça là, ça va coûter cher. On n'a pas augmenté le SMIC, on n'a pas augmenté le train de vie. Donc, il y a d'abord les problèmes sanitaires. Il y a que désormais, les paysans ne pourront plus produire. Si vous n'avez pas les moyens, vous fermez les champs, quoi. Et vous laissez quelqu'un d'autre, non seulement être propriétaire de la semence, mais vous rachetez vos terres pour dire désormais, moi je vais produire sur vos terres, chaque fin du mois, je vous donne quelque chose. Donc on est en train de nous appauvrir davantage. Parce que tout ce temps que nous soyons intellectuels, que nous soyons députés, nous avons un parent paysan qui au village produit quelque chose et c'est avec cette production-là qu'il nourrit sa famille, c'est avec cette production-là qu'il envoie ses enfants à l'école. Quand tout va se compliquer, c'est qu'on aura moins d'intellectuels, les enfants n'iront plus à l'école et désormais, ceux qui ont les moyens et qui ont envoyé leurs enfants à l'extérieur, ces enfants reviendront pour nous diriger. Non, je pense que quand vous faites attention un peu à ce débat qui s'est débuté depuis quelques mois déjà au Bénin, il faut pouvoir marquer une pause et s'interroger. Il y a ce qu'on appelle même dans les pays développés, vous aviez tout à l'heure fait allusion à ces pays fortement industrialisés qui ont la possibilité de manipuler à leur aise les semences, produits nécessaires pour la production au niveau donc des paysans. Il y a ce qu'on appelle, comme j'ai suivi des documentaires dernièrement, en Allemagne, en Belgique et tout, le clonage donc des semences. C'est pratiquement le même schéma qui a été transposé dans cette convention UPOV pour permettre aux paysans de pouvoir manipuler comme ils l'entendent les semences afin de détenir finalement le brevet donc de propriété. Seulement que beaucoup l'ont déjà dit sur le plateau avant moi, le Bénin, un pays enclavé, vous m'excusez, ce n'est pas de l'autoflagellation, un pays enclavé, un pays le plus pauvre, ce n'est pas moi qui le dis, il y a des données. Prenez par exemple l'indice de développement,
Prenez par exemple... Ça s'améliore, bon, selon les indices. Heureusement que vous aviez dit selon les indices. Selon les indices. Prenez tout l'IDH, vous allez voir le revenu par habitant, vous allez quand même voir le taux de mieux-être. Il y a beaucoup de rapports. Quand vous vous intéressez à ce genre de thématiques, vous comprenez que le Bénin, véritablement, se cherche encore les marques. Donc, dans ces conditions de précarité avancée, moi, Joël, j'éprouve des gênes par rapport à ce débat où on tente de faire croire qu'avec la ratification de cette convention, que voilà, le bonheur viendrait du ciel comme des mannes tomberaient dans le désert avec les enfants d'Israël pour procurer de la joie et du bonheur à nos paysans. Ça, c'est du leurre. L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, à part les méfaits du clonage des semences dont j'ai parlé, Alphonse vous l'a dit, les OGM, je ne vous apprends rien. Nous mangions depuis quelques années déjà ces OGM-là. Les spécialistes vous en ont parlé. Mais ce qui m'intéresse le plus, je me rappelle, en position de couverture, l'année dernière, j'étais même avec les organisations paysannes à une foire semencière où le ministre de l'Agriculture, Gaston Dessouy, qui lui-même est un semencier, bontin, une université accomplie, qui a été invité à quand même ouvrir cette foire semencière, puisqu'il y avait les semences, il y avait des productions made in Benin exposées. Je me rappelle très bien, il dit que lui n'est pas venu à la foire prendre des engagements, parce que il a été précédé d'abord par des discours quand même allant dans le sens de ce que les OGM, c'était pas une bonne chose. Il dit, je me rappelle, il n'est pas venu donc au nom du gouvernement prendre des engagements, mais étant semencier, lui-même il milite pour... Joël, si vous permettez, si vous rappelez aux élèves du CM2 ce que c'est qu'un semencier. Le semencier, c'est quoi? Le semencier, c'est celui-là qui a étudié comment il faut concevoir, comment il faut modifier la ressource première. Vous avez parlé de maïs par exemple. La définition simple que je peux donner, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que vous vigilez, si on vous dit que vous êtes semencier, ça veut dire que vous avez suivi un cursus universitaire normal et que vous avez la capacité, comme il a dit, de pouvoir cloner, de pouvoir manipuler des semences déjà existantes et donner une nouvelle forme à ce qui était déjà là. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle donc de détenir un brevet sur la semence que vous avez donc eu à inventer. Donc voilà un peu ce de quoi on parle. Et il dit que... Si je devrais vous donner un exemple, vous parlez peut-être d'un semencier, ce qu'on peut retrouver au bas mot, c'est comme les produits greffés qu'on fait chez nous. Les mangues greffées. Les mangues, vous croisez deux types et ça donne, voilà. Espèce. Celui qui fait ça, l'espèce que vous obtenez, c'est vous qui avez... votre propriété. C'est votre propriété. Camerounaise. Voilà. C'est vous qui avez fait le croisement. Et vous voyez que le goût, quand on mange ces mangues-là, il y a différents... C'est pas naturel. C'est pas naturel, donc il y a ça. Donc Et le ministre... oui. Le ministre a pris l'engagement et dit que lui, en tant que semencier, il n'est pas pro-OGM. Il n'est pas d'accord qu'on puisse manipuler comme on veut ces produits-là. Il se faisait apôtre du retour aux pratiques traditionnelles. Le discours est encore là, je ne montre rien. Si on nous demande, on sort les roches, on va les jouer. Alors, quand on finit par dire ça, et que on provient de ce sérail-là, et que finalement, je retrouve avec peine le ministre, puisqu'on a dit que c'est un projet qui a été transmis au Parlement, ça voudra dire que c'est le gouvernement qui se fait aujourd'hui défenseur de cet accord. Le ministre devrait quand même pouvoir éclairer, apporter de la lumière à ses collègues et au chef de l'État, au besoin. Parce que le chef de l'État n'est pas le spécialiste des semences. Les autres ministres qui sont là, quand je fais le tour, vous étudiez le profil de chaque ministre, encore une fois, nous retrouvons le seul expert, Gaston Dessouy. Alors, je trouve qu'il y a un contraste. Il n'est pas son premier exercice dans un gouvernement. Sous Boni Yahi. Déjà, en 2006, il est venu avec un court séjour. Quelque chose là. Endosulfan. C'était le premier ministre Limogé, voilà, quelques mois, 6 mois, un peu après sa nomination. Il était là et je crois que vous venez de nous rapporter un de ses discours. Il n'est pas pro-OGM. Mais je crois, je vais peut-être renvoyer à nos auditeurs à la bande de 100 langues de bois du 29 avril 2018 où
les invités sur le plateau rapportaient d'autres propos du ministre qui sont contraires absolument à ce que vous êtes en train de dire. Donc, voilà un peu le contraste que je note et je pense que c'est un danger. On ne peut pas vouloir arrimer le Bénin pour des conforts de papier, pour des conforts de conformité aux normes donc, de loi pays, organisation elle-même qui s'en va se conformer à l'UPOV. Pour des raisons comme ça, vouloir arrimer le Bénin à une convention qui, au finish, ne fera que du mal à tout le monde. Parce que, encore une fois, dans nos plats, nous allons commencer à manger des choses. Si vous discutez avec même les médecins au Bénin, il y a des types de cancers qui se développent et que jamais vu, les médecins s'étonnent pour dire mais comment est-ce que on a pu contracter ça? Parce que ce sont d'autres variétés de maladies qui viennent au Bénin, dans le contexte béninois et africain notamment. On doit pouvoir s'interroger sur la provenance et l'origine de ces malaises-là pour pouvoir faire attention à ce que nous consommons. Parce que, comme on le dit, quand ça entre dans le ventre, ça ne ressort plus, ça produit donc l'effet. Donc, la seule chose qu'il faut dire, c'est de demander aux organisations paysannes de maintenir la veille. C'est vrai, sous leur pression, le projet a été 2 fois déjà reporté, sinédié. Est-ce que c'est une stratégie de reculer pour mieux sauter? On ne saurait donc le dire. Il faut maintenir la veille. Il faut maintenant que le ministre, encore une fois, que j'ai suivi avec beaucoup de plaisir le jour-là, puisse maintenant nous joindre à l'acte sa bonne foi, cette profession de foi, en demandant simplement au gouvernement qui pilote ce projet de pouvoir se replier ou au besoin qu'on mette les garde-fous nécessaires pour que les paysans ne se retrouvent pas dans une situation inconfortable où nous allons retrouver des semences fabriquées, ou si ma pauvre maman qui est à la maison, si elle doit fabriquer, elle doit peut-être nous donner une bouillie à la maison le matin, doit se lever peut-être à 5 heures, aller frapper la porte au détenteur. C'est caricatural. Mais ça, c'est moi, c'est mon registre d'analyse que j'ai avancé. C'est mon registre d'analyse. Puisqu'on vous dit que le maïs, toute transformation que vous aurez à faire du maïs, vous devrez vous référer. Vous devez vous référer. Votre maman qui est à Vrancou quelque part, qui le fait du beaucoup, il aime ça. Qui fait du beaucoup, si elle doit demain, avec la ratification de cet accord-là, si elle doit vous donner la bouillie vigile avancée. Et qu'elle doit utiliser un maïs venu d'ailleurs, en tout cas qui a venu d'ailleurs, parce que cloné par quelqu'un. Oh, trompez déjà de géographie, mais maman n'est pas à Vancouver. D'accord. Le reste, c'est pareil, vous trompez. C'est une béninoise. Dans le contexte actuel, où on sait que ce ne sont pas les bruits de rue qui font généralement reculer les prises de loi, les votes de loi à l'Assemblée nationale. Pensez-vous que les organisations paysannes qui se chinent à l'esplanade de l'Assemblée nationale chaque fois que le dossier est programmé ont gagné une bataille ou ont gagné une guerre? Non, je pense que cette histoire est rangée, devrait être rangée. Le député peut venir à la prochaine session. Hein? Oui, la prochaine session, on annonce ça pour la session ordinaire au mois d'avril. Généralement, cette session de fin de législature ne donne absolument rien. C'est une formalité depuis toutes les législatures pratiquement. Ils viennent, ils ouvrent et ils retournent en campagne. C'est la législature. Donc ça va être la même Donc, il peut y avoir des surprises déjà. Non, ils sont même pas souvent au nombre. Ils sont même pas souvent au nombre pour venir faire ça. C'est une formalité. Je pense que c'est mort. Et puis ça devrait mourir de sa belle mort. Hein. Je sais même pas. Pourquoi vous recommandez aux organisations paysannes d'aller se coucher? Non, la veille est importante. Parce que tout est possible. Tout est possible. Vous avez quand même, vous n'imaginez pas, on parle des moyens financiers. Donc, on est quand même en période de campagne, ils ont besoin de l'argent, démarcher des députés pour venir, n'est-ce pas? Vous voyez, vous suivez mon regard. Ce n'est pas impossible. Donc, la veille, elle est importante. Maintenant, les députés sont des représentants du peuple. Si le peuple dit qu'il n'en veut pas, que l'OAPI a dit à UPOV que ce n'est pas possible, il a une terre, n'est-ce pas? Il a un pays sur la terre qui s'appelle Bénin, un coin du monde qui a dit non. Donc que ça aille prospérer ailleurs, mais pas ici. Moi, je ne sais pas ce qui est compliqué là. Maintenez la veille. Nous sommes là. Est-ce que vous avez l'impression que le peuple véritablement lutte contre ça? Parce que moi, le peuple n'est pas informé. Le peuple n'est pas informé. On laisse ça sur le coup des organisations paysannes seulement. C'est pourquoi j'ai commencé en félicitant ces organisations-là. Parce que sans elles, on n'aurait pas l'information. Sans elles, ça aurait été voté comme on a voté les lois sur le contrat d'embauche. Le contrat d'embauche, tout le reste. Après, tout le monde la bouche. Ah bon, c'était quand? Ah bon, 9 mois seulement, et puis tu es à la maison à vie. Bon, donc, au moins, eux, ils maintiennent cette veille-là.
Et il faut comprendre, c'est vrai qu'ils ont relâché un peu quand même, hein. Après le dernier passage, en tout cas la communication a relâché, et du coup, comme c'est le chat et la souris, ils ont vu encore quoi, et ils se sont ressortis. Aujourd'hui, je pense qu'il faut continuer. Cette législature ne pourra certainement pas, n'est-ce pas, pouvoir adopter cette convention-là. Il faut attendre et continuer la bataille. Oui, je ne souhaiterais pas que cette 7e législature assène le coup fatal au peuple béninois. Le peuple est déjà à terre. Parce que quand vous voulez voter une loi, il faut toujours vous dire que vous ne serez pas député jusqu'au jour de votre mort. Une loi que vous avez votée consciemment ou inconsciemment, ça va vous rattraper. Et je crois que le peuple déjà a de difficultés. On ne peut pas. Le minimum, hein, quand un parent produit au village, le minimum, quand il a le maïs, il peut manger, il peut faire plusieurs transformations. La pâte, il va faire tout parce qu'il n'a que ça. Maintenant, si on ne lui donne pas la possibilité d'être propriétaire de ce qu'il produit et qu'il n'a pas les moyens d'aller racheter, c'est celui qui aurait eu le brevet, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce que les paysans vont devenir? Moi, je dis, au-delà, Vigile l'a rappelé, les députés sont l'émanation du peuple. Le peuple n'a pas donné mandat aux députés pour l'affamer ou pour la profiter davantage. Ou alors qu'ils sortent pour dire ce qui est pertinent dans ce qu'ils veulent faire. Oui, la bêtise de ce que disent les autres. On se propose d'ailleurs de recevoir, de faire un plateau contradictoire. Hein, que ce soit sur sa langue de bois, surtout soit avec Virgile, ça dépendra. Ce serait très bien. Et puis, les organisations paysannes d'un côté, le ministère de l'Agriculture de l'autre. On va frapper à la porte, on va l'essayer, je crois, dans les tout prochains jours. Si c'est concluant, on reviendra ici un dimanche, avec les organisations paysannes, avec le ministère de l'Agriculture. Parce que si c'était une bonne loi, vous aurez vu des gens passer sur toutes les chaînes de télévision, toutes les radios pour en parler. Oh, mais personne n'en parle. Hein. C'est ce qui est étonnant. Avec tout ce que disent ces organisations de la société civile, et personne pour leur apporter la réplique, personne pour dire, ah non, vous semez la catastrophe. Voilà, mais c'est quoi le problème? Voilà ce à quoi il faut s'en tenir. Il n'a rien. Donc, il n'existe vraiment que la catastrophe dans cette histoire. On se propose à ça, hein, pour si elles nous écoutent, les autorités à divers niveaux qui sont concernées par la question. Soleil FM voudrait bien offrir un dimanche sans langue de bois à la nation. Récemment, en décembre, plus précisément le 17 décembre 2018, le Bénin a voté pour adoption la déclaration des Nations Unies pour les droits des paysans et des autres personnes travaillant la terre en milieu rural. Et cette déclaration à laquelle que le Bénin a adopté il y a quelques jours seulement, je vais dire, ne serait-ce que l'article 19 de cette déclaration est tout à fait contraire à cette proposition de loi de l'UPOV, à cette proposition ce projet d'article de l'UPOV. Et une déclaration à laquelle qu'on a adoptée et tout de suite on va vouloir la violer. À peine il y a quelques jours on a adopté ça et on va rassurez-vous, j'espère que les députés ne voudront pas ajouter à leur impopularité, et ça impacte tout le monde. Si on va dire aux paysans que bon voilà ce que je crois que le contexte n'est pas en faveur de l'adoption d'une telle convention. Vous pouvez aller dormir maintenant, Thierry. On ne peut pas dormir parce que laissez-moi vous dire, si effectivement on n'était pas en état de veille, tout serait déjà passé en douce. Les conditions dans lesquelles on a eu vent de cette situation, de ce projet de loi en 2017, on ne peut pas vous l'expliquer ici. Pourquoi vous avez peur d'expliquer? C'est ça le mal, quoi. Mais si vous n'expliquez pas, comment vous voulez si vous n'expliquez pas, ça reste dans votre courant et puis c'est fini. Voilà. Lors de la session ordinaire, 15 députés vont se retrouver à 2h du matin, ils vont voter. Non, ça se fait en clan d'eau. Vous avez encore 1 minute pour expliquer rapidement. Non, il ne pourra plus. Vous riez dedans. Allez rapidement. Non, c'est vous dire, on est vraiment en état d'alerte. Et tout à l'heure, vous avez dit que depuis la tentative de 2018, nous avons baissé un peu les bras. On n'a pas baissé les bras. Les organisations de la société civile continuent toujours de chercher. C'est en cherchant que nous avons encore découvert la déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans, à laquelle le Bénin a voté pour adoption. Donc, ça vous dit, nous ne baissons pas les bras. Nous allons toujours chercher les tests pour montrer de façon concrète
En se Ils basant- connaissent les tests plus que vous. Ah, autant pour vous. Et Non, et en dans fait- la sous-région, il n'y a aucun autre pays qui aide à, Non, je crois à que faire ce l'historique chemin. des pays, vous aurez le temps de découvrir sur notre plateau. Vous allez constater que même au niveau des pays africains, ceux qu'il a cités sont des pays, dans les conditions dans lesquelles les pays ont ratifié, ce n'est plus les mêmes aujourd'hui. Et en Afrique, ce n'est plus la tendance. Tout Et le monde ça, est au rejet. depuis 1991. Ouais. Moi, je voudrais dire à Vigile que s'il dit que le contexte ne s'y prête pas, non. Le contexte politique, je vous assure tout. On est dans un contexte quand on a nommé les professeurs de l'université. On est dans le même contexte que les professeurs en boudé se sont mis par terre dans les rues de Cotonou. Et je vous informe que le recteur a été sommé d'envoyer les noms Le point des coups qui n'ont des pas été coups qui ont faits été- le jour du sitting. qui ont été manqués. Ceux qui Entre ont laissé 8 les heures cours et pour aller 12 faire heures. sitting. Voilà. Entre 8 heures et 12 heures. Et que voilà, le ministère On a décidera de donner une On suite fera la règle de à ça. 3. On fera la règle de J'espère 3. que, donc, avec ces éléments, si on veut foncer, on va foncer. Il n'y a pas de contexte politique qui empêcherait peut-être la ratification. Non, mais du après, accord. les députés, comme disait Alphonse, qui court aujourd'hui après le quitus fiscal, ils savent ce que c'est. Donc, c'est eux qui votent. Écoutez, Oui, c'est pas... je vais arrêter cette émission-là. Vous allez en souffrir, mais vous ne pouvez. Bien faire. Merci Virginie Lavancet. Merci Alphonse Moïsoudé. Merci Joël Tchegoué. Merci à Jerry Chakwe, chargé de communication de l'ONG Synergie Paysanne, d'être venu. On se propose encore une fois, je le précise, sur la IFM pour recevoir Organisation Paysanne, ministère de l'Agriculture, pour mieux éclairer les auditeurs qui sèment la confusion. On pourrait le savoir à cette occasion. Gislain Agbangba avait pris le relais à Mohamed Liamini pour la suite de la mise en œuvre, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Demain, retrouvez Joël Tchogbe si, bon, ça se passera.